Alors ici, dans le même format que ce qu'on a déjà fait avant, on va faire l'histoire du climat depuis l'an 1000 essentiellement, parce que c'est ce qu'il y a à traiter au programme, avec cette idée des sociétés face aux fluctuations et aux risques climatiques qui sont induits. Et donc tout un tas d'exemples sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour réaliser justement une dissertation qui porterait sur les sociétés face aux fluctuations depuis l'an 1000 et en gros une réflexion générale sur l'impact aujourd'hui. Alors pour retracer l'histoire du climat, on a bien sûr les sources écrites, les registres paroissiaux qui sont les registres où on consignait les baptêmes et les décès, ce qui permet d'avoir une idée à peu près justement du nombre de gens qui sont morts lors d'une crise climatique ou d'une disette causée par voilà, des intempéries. Les témoignages indirects, par exemple les mesures qui étaient prises par les rois, par les autorités, les évêques, les comtes locaux, pour lutter contre certains problèmes climatiques, et bien sûr l'archéologie. Alors l'archéologie, ça sert avant tout à évaluer l'abandon ou le développement de certains établissements humains. La dendrochronologie, ça sert à évaluer comment les végétaux ont connu une croissance plus ou moins forte selon les hivers, les étés et les périodes de sécheresse. La glaciologie, ça sert à remonter dans le temps pour comprendre la composition de l'atmosphère. Et la palynologie, ça sert à étudier justement les pollens fossilisés pour comprendre à quel type de végétation on avait affaire et si elle était proliférant. On fait débuter cette histoire qui a été permise donc par les travaux des historiens et des climatologues à l'an 1000 à peu près, hein, donc dans ce qu'on considère être l'optimum climatique médiéval, on va en parler, qui est représenté ici à l'image par les défrichements, c'est-à-dire les coupes des forêts qui voient une progression des cultures et des villages et des villes sur le monde sauvage, justement animal, à ce moment-là. L'optimum climatique médiéval, c'est une période particulière de 300 à 400 ans selon les régions d'Europe ou d'Amérique du Nord, durant lesquelles les températures sont meilleures et l'agriculture est possible. Alors, les travaux d'historiens comme Leroy Ladurie ou Pfister ont montré l'importance des fluctuations climatiques sur la société ancienne, qui était très dépendante des récoltes, et ils ont aussi démontré justement qu'une histoire du climat est possible à travers les sources écrites et les sources indirectes. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Alors, afin d'expliquer le changement qu'a constitué cet optimum climatique médiéval, là, j'ai pris une photo d'une église abandonnée justement au Groenland, parce que la colonisation de l'Islande, du Groenland, par justement les Danois, les Norvégiens, donc ceux qu'on appelle les Vikings, a été possible grâce à l'augmentation des températures et au fait que l'agriculture était possible dans certaines zones, même si c'est surtout l'élevage qui va l'emporter. Mais après, on abandonne cette église. Après cet optimum climatique médiéval, on a des chutes de température moyennes assez importantes et on fait face justement à ce qu'on appelle le petit âge glaciaire à partir des années 1550, même si on avait déjà des périodes on va dire de refroidissement dans les siècles précédents, là ça s'accentue et l'apogée étant au XVIIe siècle. Ça contraint l'État à intervenir, notamment sous Louis XIV et Louis XV, pour combler justement les pénuries et les disettes. Alors quand je parlais de sources indirectes, je parlais notamment des décisions prises par les intendants généraux, par les représentants du roi dans les provinces, qui prennent les décisions de stocker du grain, donc du blé, hein, ou alors de distribuer à la population parce que le risque d'émeute de la faim est très importante. Donc là, ça donne un ordre d'idée justement de la tension dans lesquelles étaient les sociétés de cette époque-là, face justement aux hivers très rudes et à l'absence de récolte. Alors, dans le climat, il n'y a pas seulement des grandes variations de plusieurs siècles, millénaires ou millions d'années, il y a aussi des fluctuations courtes, notamment liées aux volcans et aux éruptions volcaniques. C'est pour ça que je vous mets l'éruption du Laki. Alors, c'est une montagne à côté du volcan qui s'appelle Laki Kakar, quelque chose comme ça. En Islande, en 1783, on sait que ses conséquences ont été très importantes sur les hivers rigoureux de 84-85 et de 1788 qui ont eu un impact sur la Révolution. Alors de la même manière que des grandes émissions de kilomètres cubes de cendres et de gaz dans l'atmosphère vont modifier on va dire le climat sur une courte période de temps, depuis que les êtres humains sont entrés notamment en Europe dans une phase de révolution industrielle, les émissions de CO2 et de gaz à effet de serre ont réchauffé peu à peu l'atmosphère, ont fait monter la température de la planète et ça c'est très bien documenté partout dans le monde et ça permet de comprendre le rôle des sociétés humaines cette fois-ci sur le climat. Alors on parle d'évolution lente mais continue dans la mesure où, comme on peut le suivre ici sur la courbe derrière,
Les températures sont finies par monter au début du XXe siècle progressivement pour se stabiliser un petit peu, puis on voit une accélération depuis la fin des années 70-80 qui correspond aussi à la période d'industrialisation rapide d'une partie de l'Asie et aujourd'hui l'explosion qu'on connaît avec la croissance chinoise, indienne ou autre. Alors dans notre histoire du climat, on est obligé de parler des années les plus récentes, hein, celles qu'on est en train de vivre, celles qu'on vit depuis que vous êtes enfant pour la plupart. Les températures sont près d'1 degré supérieures depuis le début du XXIe siècle par rapport à la moyenne 1850-1900. Les 5 dernières ont été les plus chaudes jamais enregistrées et comme je vous l'ai mis là en arrière-plan, on connaît des canicules de plus en plus fréquentes et des vagues de chaleur. Alors avec le réchauffement climatique, c'est tout un ensemble de phénomènes extrêmes qui sont de plus en plus fréquents, sécheresse, pluies diluviennes, cyclones, tempêtes, mais aussi, là, comme je vous l'ai mis, des canicules de plus en plus dures et surtout fréquentes, et dont la probabilité de se produire est de plus en plus grande, et surtout plusieurs fois par été, ce qui était très rarement le cas avant. Donc on se retrouve dans une situation où le changement climatique est une réalité quotidienne. Alors, en conclusion, pour résumer, on est confronté à une multiplication des risques, comme la montée des eaux sur la plupart des côtes européennes, nord-américaines ou asiatiques, les grands incendies qu'on appelle méga-feux pour la Californie, l'Australie, mais aussi de plus en plus souvent le sud de l'Europe, les sécheresses qui vont avec, et la violence des tempêtes et des cyclones qui fait que ça croître un peu partout dans le globe, au fur et à mesure du réchauffement des masses d'air et de l'humidité justement qui est prise dans ces masses d'air. Alors, en ultime conclusion, on est obligé justement de comprendre que l'idée de fluctuation climatique, elle s'applique aujourd'hui à l'impact humain et au rôle que les sociétés humaines jouent sur notre planète. Et donc toute la réflexion qu'on a vue précédemment sur les politiques et géopolitiques de l'environnement et notamment du climat avec les protocoles de Kyoto et les accords de Paris, tout ça c'est devenu un enjeu politique mondial encore plus central que les guerres ou la paix.